Les chevaliers divins dégomment tout sur leur passage et tandis que Gunko nous en apprend plus sur les plans d'Imu pour le monde, Sommers nous donne plus d'informations sur le roi Harald. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 1146 de One Piece. Un chapitre 1146 intitulé Grabuge au milieu du calme où l'on peut retrouver le 31e épisode des mini-aventures de Yamato. Avec cette nouvelle aventure de Yamato, ce qui saute directement aux yeux, c'est le parallèle qui est fait avec Kozuki Oden lorsqu'il avait décidé de partir découvrir Wano Kuni. Ici, à travers son pèlerinage, l'enfant du démon, petit à petit, est en train de créer ses propres fourreaux rouges. Ulti, lorsqu'on la voit s'agripper à Yamato de cette manière, tout en lui disant qu'elle n'oubliera jamais le fait qu'elle l'ait sauvé, est à mettre en parallèle à tous les subordonnés qu'Oden avait sauvés avant qu'ils ne deviennent ses fourreaux rouges. D'autant plus qu'on aura absolument tous remarqué la tête que fait Yamato durant cet instant, elle en demandait pas tant, clairement. Tout ceci nous prouve encore plus que le destin de Yamato va être assez similaire à celui d'Oden Kozuki. Il est assez facile de s'imaginer qu'après avoir terminé son pèlerinage, Yamato trouvera ce pays beaucoup trop petit pour elle et voudra à tout prix partir découvrir l'étendue du monde. Je sais pas si les Mugiwara auront l'occasion de repasser par Wano pour la récupérer, mais ce que je vois bien c'est qu'à l'image d'Oden, un équipage quelconque finira par atteindre Wano, que Yamato en profitera pour tenter de quitter le pays, qu'elle y parviendra en rejoignant cet équipage, et qu'au cours de son voyage, elle finira par croiser la route des Mugiwara. Après c'est vrai que ça fait quand même copier-coller de la vie d'Oden, alors on aura peut-être quelques détails différents à voir. En soi, Yamato n'est pas pour Wano un personnage aussi important que pouvait l'être Oden, qui lui était quand même le futur shogun légitime. Même si je pense que pour protéger ce pays, elle est indispensable, on peut aussi imaginer qu'avec ses nouveaux subordonnés, elle fera son propre équipage en quelque sorte et quittera le pays quand elle sera prête. Bref, ce chapitre 1146 reprend là où on l'avait quitté, Gunko qui apparaît sur le bateau de Koron. Gunko qui, comme tous les chevaliers divins, ne va pas aimer le fait qu'elle soit considérée comme une simple humaine, mais évidemment les géants, eux, ne voient aucune différence, et c'est vrai, avec seulement le physique, il est impossible de différencier humains et dieux dans One Piece, à part peut-être leurs vêtements. Le fait que Gunko leur fasse savoir qu'elle et son groupe sont des dieux va faire réagir Usopp, qui dira quelque chose qui en soi n'est peut-être pas si important que ça, mais qui personnellement m'a fait vraiment plaisir. Il va nous dire que cette femme qui les a surpris parle comme les dragons célestes, mais il va citer avant toute chose Ener. Juste le fait qu'Ener soit cité me fait vraiment plaisir, j'espère vraiment qu'on finira par le revoir. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'indices qui pourraient nous laisser penser à cette éventualité. D'abord avec la fresque du Halley où l'on peut voir l'arche Maxime, et maintenant les paroles de Usopp. Nami finira par demander à Gunko pourquoi les dieux s'intéressent-ils aux enfants d'Elbaf, question qui n'aura pas de réponse, et on verra rapidement que pendant ce temps-là, Ripley qui porte Franky, Lilith et Bonnie réussiront à s'échapper de la menace que représentait le Zeus maléfique grâce à ce qui semble être une attaque du charpentier. Finalement, Gunko donnera un élément de réponse à Nami, lui disant que pour les enlever, ils n'ont pas d'autre choix que de les faire marcher et de les escorter à Marie-Joise en passant par l'itinéraire le plus adapté. En apprenant ça, les Mugiwara vont être surpris d'apprendre que cette femme qui se présente devant eux est en fait un chevalier divin. Après ça, le combat semble être inévitable, c'est d'ailleurs Gunko qui va lancer les hostilités en attaquant Usopp avec sa flèche. Nami, n'ayant pas aimé le fait d'imaginer les enfants d'Elbaf en tant qu'esclaves des dragons célestes, va faire appel à Zeus et va lui lancer son Thunder Shark. Et face à cette attaque, Gunko va nous montrer ses réels pouvoirs. On rediscutera plus sérieusement des pouvoirs de Gunko dans la deuxième partie de la vidéo, mais il semblerait que celle-ci, grâce à ses flèches, soit en mesure de renvoyer les attaques qu'on lui lance sur la personne qui en est à l'origine. Donc face au Thunder Shark de Nami, Gunko va simplement lui renvoyer dessus. D'ailleurs, pendant qu'elle fera ça, elle prononcera des paroles assez inquiétantes, mais qui confirment les théories du docteur Vegapunk. Gunko va clairement dire qu'un jour le monde disparaîtra. Elle se reprendra pour dire enfin c'est ce qui était prévu, donc le monde était censé disparaître, mais c'est plus prévu, en tout cas pour l'instant. Pendant qu'elle prononçait ces paroles, on verra finalement que le Thunder Shark de Nami frappera Brook et non pas Nami. Gunko terminera sa phrase en nous faisant savoir que si le fait de faire disparaître le monde n'est plus prévu, c'est parce que certains humains en ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Tandis que Gunko nous fera savoir ça, les Mugiwara n'ont pas cessé de l'attaquer, d'ailleurs Usopp lui balancera une de ses attaques et la touchera de plein fouet, ce qui lui arrachera tout le haut du corps. Finalement on verra que tout comme les 5 doyens, Gunko est capable de se régénérer, et lorsque sa régénération sera sur le point de se terminer, celle-ci fera une nouvelle révélation. Elle nous dira que maintenant qu'ils en sont là, il n'y a plus de retour en arrière possible, personne ne peut l'arrêter maintenant, et qu'en quelque sorte, le compte à rebours est lancé. Gunko continuera ses révélations tout en s'attaquant à Usopp, des paroles évidemment que les chapeaux de paille entendront et qu'ils prendront à la légère, alors qu'on sait, nous en tant que fans, qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'est en train de nous dire ce chevalier divin. Gunko nous dit qu'une bataille énorme qui engloutira le monde est sur le point de commencer, et à travers le kidnapping des enfants d'Elbaf, il y a bien un plan parfaitement calculé, car effectivement, Gunko nous fera savoir que lorsque cette fameuse bataille débutera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Après ces paroles, Gunko se lancera plus sérieusement dans la bataille et immobilisera dans un premier temps Koron. Lorsque Brook et Jinbei lanceront respectivement leur attaque sur elle, elle fera pareil que pour le Thunder Shark,
ce qui fera que Brook et Jinbei verront leur coup se retourner contre eux, donc Jinbei attaquera Brook et Brook frappera Jinbei. Pour ce qui est de Nami, elle va se prendre un violent coup de pied au visage et Usopp un coup de genou qui semble lui avoir brisé la mâchoire au passage. Voilà comment à elle seule, Gunko a réussi à mettre KO une partie de l'équipage d'un empereur. Ensuite, je suis pas tout à fait sûr, mais il semblerait que Gunko aimerait savoir où en est Killingham. Celui-ci nous apprendra qu'Elbaf a selon lui un réseau de communication très limité, mais qu'il y a tout de même des points stratégiques dans chaque village. Killingham, après avoir dégommé le directeur, dira à Sommers d'essayer de dire quelque chose. L'escargot Bigot devrait réussir à faire en sorte que tout le monde l'entende sur Elbaf. Sauf que Sommers lui demandera d'attendre un peu le temps qu'il finisse avec Saoro, qui d'ailleurs cache dans sa touffe de cheveux Robin et Chopper. Pour finir, tout en nous montrant Saoro s'écrouler face à la force de Sommers, le chevalier divin nous fera part de sa rancœur envers le roi Harald, nous laissant entendre l'existence d'une discussion passée avec l'ancien roi d'Elbaf. Il semblerait qu'on lui ait demandé de faire en sorte que les géants d'Elbaf deviennent des mercenaires pour le gouvernement. Le fait que Sommers l'insulte et soit hyper familier avec lui insinue très clairement que Harald avait refusé, nous laissant sur des dernières paroles assez intrigantes. Des paroles que nous traiterons dans la deuxième partie de cette vidéo, deuxième partie qu'il est d'ailleurs temps de commencer. Nous allons parler en premier lieu d'un élément de ce chapitre qui pour certains était peut-être anodin, mais qui personnellement m'a intrigué. En effet, ça vous a peut-être surpris, mais il semblerait que Brook connaisse l'existence des chevaliers divins. Il a l'air aussi au courant du fait que les chevaliers divins sont au-dessus des dragons célestes hiérarchiquement. Vous me direz si je me trompe, mais on est d'accord que jusque-là, les Mugiwara n'ont jamais eu affaire à des chevaliers divins. D'ailleurs, le terme de chevalier divin ne semble pas questionner Usopp ou encore Nami, ce qui suggère qu'ils savent qui ils sont. Après, peut-être que finalement, l'ordre des chevaliers divins n'est pas inconnu du grand public, ce qui expliquerait pas mal de choses. Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. À la limite, Brook, ça peut se comprendre, entre le fait qu'il soit né bien avant ses camarades et surtout le fait qu'il ait vécu toute une vie avant de les rencontrer. On pourrait se dire qu'il a quelques connaissances supplémentaires sur le monde, mais que Usopp ou encore Nami soient au courant, nous oblige à imaginer que les chevaliers divins sont connus du grand public. Après, il se peut aussi que j'ai mal interprété les réactions d'Usopp et Nami et qu'ils ne connaissaient pas l'existence des chevaliers divins. Le deuxième élément dont j'aimerais parler avec vous, c'est les pouvoirs de Gunko. Durant ce chapitre, on a pu voir pas mal de ses capacités et on comprend à travers cela qu'elle est extrêmement redoutable. D'abord, on peut effectivement rappeler le fait qu'elle a mangé le fruit du démon appelé Haroharonomi, un fruit de type paramécia qui semble lui permettre de créer des bandes en forme de flèches et qui ont l'air d'avoir des propriétés similaires au bandage. Ces flèches lui permettent de se déplacer, de ligoter des individus et semblent indiquer l'endroit où Gunko va frapper son adversaire. Ce qu'on découvre aussi durant ce chapitre, c'est que la direction que prend les flèches que Gunko envoie sur ses adversaires peut avoir plusieurs conséquences. Comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'une flèche est dirigée vers un ennemi, celle-ci semble donner à Gunko le meilleur chemin pour l'attaquer, ce qui explique pourquoi, suite à l'attaque d'Usopp, la flèche a eu cette courbe. Ensuite, lorsque Gunko est attaqué, la direction des flèches peut faire en sorte qu'une technique soit retournée contre celui qui la balance, comme on a pu le voir avec Nami et son Thunder Shark. Et on a aussi pu constater que Gunko, grâce à ses flèches, peut faire en sorte que des attaques soient lancées entre partenaires à partir du moment, encore une fois, où c'est elle qui est visée à la base, comme on a pu le voir avec Brook et Jinbei, qui se sont frappés mutuellement. Ajouté à tout ça, on a pu voir suite au coup que lui a porté Usopp, que Gunko, même après avoir perdu la moitié de son corps, était capable de se régénérer. Je pense pas que cette capacité lui vienne de son fruit du démon, et ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qu'ont pu nous montrer les 5 doyens sur Egghead. Grâce à l'échec de Singe et Garcia Saturne, nous savons que les pouvoirs des doyens, ou du moins une partie, notamment le fait qu'ils soient invincibles, sont octroyés par Imu. Donc on peut imaginer que la capacité de régénération de Gunko lui vient d'Imu, peut-être même qu'Imu est à l'origine de la totalité de ses pouvoirs, parce que la flèche qu'elle utilise, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue lorsque Sabo se faisait pourchasser par Imu et les doyens dans le château de Pangea. En tout cas, il est fort probable que cette régénération lui vienne d'Imu et que par conséquent la totalité des chevaliers divins bénéficie aussi de ses pouvoirs. Bon, voilà tout pour ça, et avant de discuter des deux éléments les plus importants de ce chapitre, j'aimerais aussi appuyer sur le fait que pour un équipage d'empereur, je suis un peu déçu de voir des Jinbei, Brook, Nami ou encore Usopp totalement impuissant face à Gunko. Le fait que Robin et Chopper restent cachés dans la touffe de cheveux de Saoro alors qu'il est littéralement en train de se faire éliminer est aussi assez surprenant et très décevant pour le coup. Robin a tout de même une prime qui frôle le milliard de berry, et même si sa prime reflète pas tout à fait sa puissance, mais plutôt le fait qu'elle soit une survivante d'Ohara et qu'elle soit capable de lire les poneglyphes et apprendre ce qu'est le siècle oublié, j'aurais quand même aimé la voir faire quelque chose, surtout que c'est Saoro. Tout ça participe au fait que beaucoup de fans de One Piece sont persuadés qu'une ellipse est nécessaire histoire de mettre à niveau les Mugiwara qui ne sont pas à la hauteur des futures menaces. En vrai, c'est fort probable que ça arrive, surtout quand tu vois une partie de l'équipage d'un empereur se faire dégommer comme ça sans la moindre difficulté, et par un seul chevalier divin en plus de ça. Mais bref, il est temps de nous concentrer rapidement sur les paroles de Gunko concernant la disparition du monde dans un premier temps, puis les paroles de Sommers sur le roi Harald dans un deuxième temps. Gunko nous fera savoir que leur présence sur Elbaf est un point de non-retour et que désormais, personne ne pourra empêcher l'énorme bataille qui va commencer. Bataille qui engloutira le monde et dont le résultat dépendra énormément du camp que choisiront les géants d'Elbaf. Avant ça, elle dira aussi
aussi qu'un jour le monde disparaîtra et que c'était quelque chose qui a été planifié en amont, mais que finalement ça ne se passera pas comme prévu étant donné que des humains, à travers les chercheurs d'Ohara, la mère de Robin ou encore Vegapunk, l'ont fait savoir au monde entier. Ce que nous dit Gunko confirme les théories de Vegapunk, du coup, notamment à travers le fait que le monde était censé disparaître. Comme le disaient les doyens, la disparition de Luluzia était un avertissement pour le monde, mais pour que le monde vienne à disparaître, il faudra que cette fameuse guerre ait lieu. Les récents événements n'ont peut-être fait qu'accélérer cette catastrophe, surtout que le gouvernement est tout à fait capable d'engloutir le monde maintenant qu'ils détiennent Mother Flame et York. Avec tout ça, comment ne pas parler de la fameuse fresque murale découverte par Franky ainsi que les textes du Halley. Ce que nous dit Gunko quand elle nous parle d'une guerre qui engloutira le monde entier est obligatoirement à mettre en parallèle avec la fresque qui met en scène les textes du Halley. La fresque, elle, met en évidence ce que nous dit le chevalier divin, le monde entier sera impliqué dans une guerre effectivement, mais dans la fresque il semblerait que les géants soient du côté de Nika, et pas de ce qui devrait être normalement Imu. Gunko nous dit qu'à partir de maintenant le compte à rebours est lancé et que plus rien ne peut stopper ce qui va arriver, donc ils savent qu'enlever les enfants des géants aura des conséquences. Soit les géants se lieront au gouvernement, soit ils feront tout pour récupérer leurs enfants, à l'aide donc de Luffy et son équipage. Je pense qu'il est évident de dire que la présence de Gaban va beaucoup jouer dans le choix que feront les géants et qu'ils s'allieront finalement à Luffy. D'ailleurs ce sera pas la seule raison de la présence de Gaban, car il sera très certainement celui qui montrera aux Mugiwara et ses alliés comment combattre les chevaliers divins. Il est fort probable qu'il ait déjà eu l'occasion de les affronter, on peut notamment penser à l'incident de God Valley, dont on ne sait encore pas grand chose. Ajoutez à cela, si on prend en compte ce qu'on a pu voir dans ce chapitre avec la régénération de Gunko, les autres chevaliers divins doivent aussi en être capables, et tout ça est similaire à la régénération des 5 doyens, on peut donc utiliser tout ce qu'on a vu sur Egghead pour tenter de deviner la suite. Car en effet, la seule chose qui a été efficace face aux 5 doyens, c'est le haki des rois de Joy Boy. Est-ce que c'est le haki des rois qui leur pose problème? Est-ce qu'il doit avoir une puissance particulière? Je pense que c'est Gaban qui sera en mesure de répondre à toutes ces questions. Gaban n'est pas là par hasard, c'est évident, et il sera sans doute, de quelque manière que ce soit, celui qui montrera la voie aux Mugiwara. Il aurait alors un rôle à jouer dans cette grande bataille annoncée, bataille dont il doit sans doute connaître l'existence, ayant découvert les secrets du siècle oublié, ainsi que le One Piece accessoirement. Et pour finir, dans ce dernier chapitre, on a Summers qui va nous révéler quelques éléments sur le roi Harald. En effet, il semblerait que l'ancien roi des géants était un bon roi, ça on s'en doutait, et avant d'en arriver à kidnapper les enfants d'Elbaf, pour faire donc chanter les géants, les chevaliers divins avaient demandé au roi Harald de faire des géants les mercenaires du gouvernement mondial. Le fait que Summers ait insulté Harald en fin de chapitre et a été hyper familier avec lui, prouve qu'il avait refusé de faire de son peuple les mercenaires des dragons célestes, et c'est ce qui l'aurait conduit donc à sa mort. On a l'habitude de voir le gouvernement éliminer des personnes et faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui soit accusé à leur place. Si Loki nous dit qu'il n'a pas éliminé son père, c'est très certainement vrai, et aujourd'hui nous avons un indice qui pourrait aller dans ce sens. Mais bon, il faut quand même prendre en compte le fait que le prince des géants est inspiré de Loki et que c'est quand même le dieu de la malice, donc il peut très bien mentir. Mais bref. Donc si on récapitule, dans la grande bataille qui aura bientôt lieu, les géants auront un rôle décisif. Les chevaliers divins étant au courant de ça, ont proposé au roi Harald de faire des géants leurs mercenaires. Pour éviter cela, Harald a transformé ces géants qui étaient à la base d'impitoyables guerriers en un peuple d'intellectuels. Du moins c'est ce qu'il voulait faire pour les prochaines générations, d'où le fait qu'on pouvait voir des enfants de géants devenir autre chose que des guerriers, à tel point qu'ils n'aimeront rien qui est en rapport avec la guerre. Ceci est venu contrecarrer les plans d'Imu et donc du gouvernement mondial. Ils ont donc voulu stopper la politique du roi Harald et l'ont éliminé, faisant passer ce crime sur l'un des enfants turbulents du roi, donc le prince Loki. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est si le roi Harald connaissait les plans d'Imu et des Tenryubito, et si la politique qu'il a mis en place était là, dans le but que cette future grande bataille soit gagnée par ceux qui s'opposeront au gouvernement. La dernière phrase de ce chapitre possède d'ailleurs une ponctuation qui laisse planer le doute sur ce qu'était comme type de roi Harald. En effet, Summers dira en parlant du roi Harald, je cite, « Il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique », avec un point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation, fin de citation. Le fait d'utiliser cette ponctuation nous oblige à nous questionner sur ce qu'il avait vraiment voulu dire. Mais bon, avec tout ce qu'on a appris durant ce chapitre sur Harald, il est fort probable que Summers se disait par là qu'il aurait préféré pour Elbaf un roi impitoyable et insouciant vis-à-vis de son peuple. On le sait, le roi Harald était aimé par son peuple et il semblerait que ça pose problème aux chevaliers divins. Je suis pressé de savoir si mes quelques idées sont bonnes sur le roi des géants et c'est incroyable comment d'un coup tout s'accélère, l'histoire avance encore plus vite que ce que j'imaginais. Gunko nous a quand même clairement dit que la bataille qui impliquera le monde entier, teasée déjà depuis un moment, notamment dans un premier temps par Barbe Blanche à Marineford ou encore récemment par la fresque du Halley, avait déjà commencé à travers cet enlèvement d'enfants.